Mais vous êtes là en fait. Eh bien la dernière fois je vous avais partagé un petit top que j'avais fait pour une candidature qui n'avait pas abouti, celui du top 5 sur les jeux vidéo. Eh bien il se trouve que j'avais fait 2 vidéos à cette occasion, et la deuxième était sur Spider-Girl, ou plutôt sur le numéro qui raconte ses origines, de What If. Bah écoute, je vous laisse le regarder, et j'espère qu'il vous plaira. Non mais genre vraiment en fait. Bonjour et bienvenue dans Comic Story. Aujourd'hui on va parler de la fille de Peter Parker et Mary Jane Watson. Oui, la fille de Spider-Man. Oui, celle qui est morte-née dans la saga du clone. Je vous sens un peu perdu, je vais faire un peu de mise en contexte peut-être. Durant la saga du clone, une longue saga très controversée des années 90, Mary Jane et Peter Parker, mariés depuis un moment, vont avoir un enfant. Un enfant qui va mort-naître après un empoisonnement alimentaire provoqué par un antagoniste. Je sais, c'est moche. En même temps, la majorité de la saga du clone peut être résumée ainsi. Je sais, c'est moche. Mais Tom DeFalco, qui a participé à coécrire la saga du clone par ailleurs, ne l'entendait pas de cette oreille. Ainsi, en 1997, il propose d'écrire un numéro What If, qui sont des numéros qui imaginent comment telle ou telle histoire se serait passée si un élément s'avérait différent. Et c'est là que Spider-Girl entre en scène, dans le numéro 105 de la deuxième série des What If. Oui, parce qu'on en est actuellement à 11 séries des What If. Ça commence à faire beaucoup. Mais revenons à Spider-Girl et à son numéro qui raconte ses origines. L'histoire commence au lycée Midtown, soit exactement le même où Peter Parker a commencé ses études, au moment d'un match de basket. Un match dans lequel d'ailleurs participe notre héroïne, Mayday Parker, et même qu'elle fait un malheur en effectuant un saut assez incroyable. Une assez bonne façon de briser la glace. Mais si, briser la glace comme la vitre du panier là. Bon allez. Mais si. If you have to explain a joke, there is no joke! Ok, bon bah des anecdotes sympas alors. Savez-vous que certains athlètes peuvent en effet sauter au-dessus du panier, comme par exemple Jeremy Evans qui est capable de toucher avec sa main des plaques situées à 3,86 m au-dessus du sol, sachant qu'un panier de basket lui n'est normalement situé qu'à 3,5 m au-dessus du sol. Ce qui n'a rien à voir vu que la petite May a apparemment les pieds au moins 3 ballons de basket au-dessus du panier. Elle les surclasse tous. Du coup, papa et maman Parker ont un gros moment de stress, car ils ont peur qu'elle développe des pouvoirs à cause du sperme radioactif de papa. Dis papa, comment j'ai eu mes pouvoirs? Eh bien, tu vois cette bouteille de lait? Mais alors que la petite famille se retrouve, une ombre familière se profile, accompagnée du fameux sens d'araignée, ce coup-ci en duo. Papa Parker remarque la tête que fait sa fille, se doutant de quelque chose, mais la vie personnelle de la donzelle arrive pour nous montrer que oui, elle a des amis, et que oui, elle est populaire. Oui, enfin un être araignée qui va pas passer son temps à broyer du noir. Non parce que je sais pas vous, mais moi personnellement j'en peux plus de l'entendre geindre le petit Parker. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Peter Parker, nous avons le droit à un petit flashback sur comment Peter Parker est devenu Papa Parker. Il se trouve que pendant un moment, il a continué, malgré la naissance de sa fille, à effectuer son activité de Spider-Man. Mais aux environs des 2 ans de la gamine, il s'est battu à mort contre Norman Osborn, alias le Bouffon Vert. Et suite au décès de ce dernier, Peter a raccroché le costume et n'a du coup jamais parlé de Spider-Man avec sa fille. Pendant ce temps, May rentre avec ses amis quand elle se fait attaquer par le Bouffon Vert, qui lui donne un message de dire à son père de le retrouver sur le pont demain à minuit. Bien sûr, elle demande « Quel pont ?»« Oh, crois-moi, il saura. » Bien sûr, après avoir appris la nouvelle, Peter Parker appelle Liz Allen, la mère du petit-fils du Bouffon Vert. Ouais, c'est compliqué les sagas familiales, pour savoir c'est quoi ce bordel.
Il se trouve que Liz est gravement malade et que son fils, Normie, a coupé tout lien entre eux depuis l'annonce de sa maladie. Ok, est-ce que vous voulez bien me laisser 2 secondes, s'il vous plaît? Normie Osborn, et c'est quoi ce nom de merde? Ok, c'est bon, on peut reprendre. Après avoir accroché, Peter et Mary Jane ont une petite discussion. Bien sûr, Spidey geint sur l'héritage des Osborn, on mérite mieux et tout le tintouin, tandis que MJ essaye de pousser Peter à révéler son passé d'homme araignée à sa fille. Et bien sûr, devinez qui écoutait depuis l'escalier? J'avoue qu'il y a de meilleures façons d'apprendre que son père porte des collants bleus et rouges. Quoique, est-ce qu'il y a vraiment une bonne façon? Et pendant tout ce temps, dans un entrepôt abandonné, le vilain se tient. Comme nous sommes dans les années 90, il a bien sûr des tatouages. Malheureusement, il a aussi hérité d'une malédiction de son père et de son grand-père. La coupe de cheveux. Non mais sans rire. Il est tellement ridicule. Cette coupe de cheveux déjà est risible. De base, on s'en est moqué en long, en large, en travers, partout. Mais alors en plus avec les cheveux longs, mais c'est... Oh non, c'est pas possible. Non. Je crois que je vais garder ça pour mes jours de déprime, tiens. Bon, c'est pas tout ça, mais on l'a menacé, Papa Parker. Et bah maintenant qu'il a sa fille, il faut plus trop le chatouiller. Du coup, il va tenter de chercher de l'aide auprès d'autres super-héros. Il commence chez les 5 Fantastiques, qui ont bien changé, mais sont partis en mission spatiale. Ils sont ensuite chez les Vengeurs, mais Papa Parker trouve ces derniers bien trop jeunes et refuse de les impliquer dans l'histoire. Mec, ils ont Jubilé, Vision et le Fléau dans l'équipe. Je veux dire, le pont Yalvilla, si tu veux, il le rase. De son côté, May s'habitue à ses pouvoirs de mutante. Car oui, May, je suis désolé de devoir te le dire, mais tes pouvoirs se réveillent à l'adolescence. Tu es donc une mutante selon les lois de l'univers Marvel. Et j'ai toujours trouvé ce point particulièrement con, mais c'est comme ça. Désolé. Mary Jane, pendant ce temps, prend ses responsabilités et montre à sa fille le costume de son père. May est bien sûr un peu troublée, comprenant que tout ce truc est une histoire de famille entre les Parker et les Osborn, et se demande ce que fait son papounet. Ce dernier, houppette blanche au vent, attend le bouffon vert sur le pont où, bien des années auparavant, Gwen Stacy était morte. Bien sûr, ça dégénère rapidos, le bouffon vert exigeant qu'il remette son costume afin que la guerre entre Spider-Man et le bouffon vert puisse se résoudre définitivement. Jusqu'à ce que Mary Jane intervienne et tente d'arrêter les 2 hommes. Ce à quoi le bouffon vert réplique que leur combat est jusqu'à la mort, et que Peter Parker le sait aussi très bien vu qu'il a apporté un pistolet. Oui, c'est un peu choquant quand on sait que Spidey ne veut pas prendre de vie. Sinon c'est un peu bateau. Bref, c'est un truc qui touchera que ceux qui sont vraiment hardcore de Spidey. C'est moins fort que voir Batman par exemple. Et sur ce débarque May, dans le costume du clone de Spider-Man, qui avait été gardé en souvenir. L'on apprend aussi que Papa Parker a été blessé à la jambe pendant son dernier combat en tant que Spider-Man, et que c'est également pour cela qu'il a arrêté. Bien sûr, le combat s'engage, un combat qui se termine quand Spider-Girl entoile la main du bouffon vert contenant une de ses bombes, qui explose et l'envoie en plein dans la trajectoire d'un camion. Mais c'est un comics qui raconte une histoire d'origine, et plus le méchant est le bouffon vert, on peut pas se débarrasser de lui en le tuant, et encore moins aussi simplement. C'est ainsi que May Parker montre qu'elle possède aussi la même volonté de protéger toute vie que son père, et sauve le bouffon vert, tout en l'amenant vers son direct du gauche assez percutant. Plus tard, la police arrive pour coffrer le vilain. L'inspecteur ne croit pas le criminel quand il parle d'une Spider-Girl, et se demande si, tout comme Daredevil, Spider-Man a été tué vu qu'il n'a plus été vu depuis 13 ans. Mais ne vous en faites pas, inspecteur. Spider-Man, bien qu'ayant pris sa retraite super-héroïque, va bien. Sans plus reparler de Spider-Girl, la famille se rassemble et brûle les différents costumes de Spider-Man ainsi que ses lance-toiles. Mais c'est sans compter sur May, qui a réussi à conserver les plans originaux des costumes ainsi que des lance-toiles. Fin? Eh bien non, comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas en effet la fin pour Spider-Girl, vu qu'il y en a encore plein comme ça. Créé en 1997, le personnage est depuis apparu dans au moins 352 numéros à l'heure actuelle, toutes réalités confondues, et il y a eu plusieurs séries dont la plus longue a connu 102 numéros.
Il faut aussi noter que ses créateurs, Tom DeFalco, Pat Olive et Ron Frenz, ont travaillé sur pratiquement toutes les apparitions du personnage et y sont extrêmement attachés. Spider-Girl fait partie des meilleurs personnages dérivés d'un autre personnage qui porte tout un univers. D'ailleurs, Spider-Girl a porté son propre univers sur ses épaules. On l'appelait, avant sa disparition récente, l'univers MC2, pour Univers Marvel Classic 2. Car bien que n'ayant pas de série à l'heure actuelle, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que Spider-Girl reviendra. Car l'idée est bien trop belle et bien trop intéressante pour la laisser dans un coin. Tout un univers qui a subi les répercussions de l'univers Marvel classique, une histoire d'héritage et surtout une héroïne non sexualisée et beaucoup plus positive que l'original. Ce n'est pas juste une copie carbone dont on a changé le sexe, c'est un personnage accompli qui possède énormément de qualités et qui a reçu un soin extrême de la part de ses auteurs. Quelque part, Spider-Girl existe. Et qui sait, peut-être que j'en parlerai plus un jour.